Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, que vaut la parole de l'État? Au lendemain des annonces du Premier ministre Édouard Philippe sur la réforme des retraites et quelques semaines après que le président du Sénat, Gérard Larcher, ait constaté la perte de confiance des Français envers la parole publique, je cite, « Nous nous intéressons ce soir à la défiance vis-à-vis des promesses prononcées au plus haut niveau de l'État. Promesse de compenser, par exemple, à l'euro près, le coût de la taxe d'habitation, promesse de ne pas changer la valeur du point dans ce nouveau système des retraites à venir. » Nous en parlerons avec nos trois invités. Pierre Birnbaum est professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est théoricien de l'État fort. Il est auteur d'un livre puissant qui vient tout juste de sortir, La leçon de Vichy, une histoire personnelle. C'est aux éditions du Seuil. Claudia Sénic est professeure d'économie à Sorbonne Université, à l'École d'économie de Paris. Elle est spécialiste d'économie du bonheur et elle est co-autrice donc de Français, le bonheur et l'argent. Et avec nous également, Pierre-René Lemas est ancien préfet en Corse, en Lorraine, ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande et auteur au Seuil d'une série de croquis qu'il faut conseiller qui s'intitule « Des princes et des gens, ce que gouverner veut dire ». J'entends aussi les inquiétudes qui s'expriment hors de cette enceinte depuis plusieurs jours. Je les comprends et je sais que nos arguments butent sur le même mur de défiance. Alors, en toute sincérité, je le dis aux Français qui s'interrogent sur notre projet. Nous sommes peut-être en désaccord sur certains points, mais l'ambition d'universalité portée par le gouvernement est une ambition de justice sociale. Il n'y a pas d'agenda caché. Nous ne cherchons pas des petites économies ici ou là. Nous ne voulons léser personne, mais au contraire, protéger davantage le pouvoir d'achat des travailleurs et le pouvoir d'achat des retraités, d'aujourd'hui et de demain. Vous l'avez reconnu, il s'agit du Premier ministre Édouard Philippe qui évoque le mur de défiance, mais également le fait qu'il n'y a pas d'agenda caché. Ce même Premier ministre qui, se rendant à Rouen il y a quelques semaines, après l'incident de Lubrizol et l'incendie de cette usine, qui avait dit la même chose, il avait dit « Je sais qu'on ne me croira pas, mais néanmoins, je veux vous affirmer que vous saurez tout sur ce qui s'est passé dans cette usine. » Pourquoi y a-t-il un tel besoin, bonsoir Claudia Sénic, pour un Premier ministre d'évoquer cette question de la défiance aujourd'hui et de dire « je sais que vous ne me croirez pas, mais néanmoins je veux dire que je suis sincère ». Oui, parce qu'on sait que depuis de nombreuses années maintenant, on le voit d'ailleurs dans n'importe quelle enquête, celle du Cevipof, l'enquête électorale du Cevipof, l'enquête sociale européenne, etc. Qui s'appelle d'habitude le baromètre de la confiance politique et qui cette année s'appelle le baromètre de la défiance politique. Voilà. Donc en fait maintenant, quand on demande aux gens s'ils ont confiance dans les institutions, la justice, le Parlement, le gouvernement, les élus, il y a vraiment moins d'un tiers des gens qui disent qu'ils ont confiance, un tiers, un quart, selon les institutions. Et la police s'en sort plutôt mieux. Mais donc on voit en France, pas seulement en France, mais en particulier en France, vraiment une défiance vis-à-vis des institutions, donc de la capacité de l'État à protéger la société, le projet et les individus des aléas de la vie économique et politique et des chocs qui les attendent. Pierre-René Lemas, lorsque vous étiez à l'Élysée, secrétaire général de l'Élysée, mais auparavant, lorsque vous étiez préfet, donc représentant de l'État, nous avions une préfète ici, même hier, en la personne de Nicole Klein, vous avez senti monter cette défiance et cette moindre confiance dans la parole politique ? Bonsoir d'abord. Oui, bonsoir, je ne vous ai pas salué. Oui. Mais je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a une défiance, il me semble, qui existe depuis longtemps et qui monte en puissance vis-à-vis de la parole politique. C'est-à-dire l'homme politique qui s'exprime, qui a une idée ou qui fait une proposition ou qui prend une décision. Vous avez noté d'ailleurs qu'on prend de moins en moins de décisions. On dit maintenant qu'on fait des propositions, ce qui est une autre manière de dire qu'on prend des décisions. Donc il y a une défiance vis-à-vis de la parole politique. Il n'y a pas toujours une défiance, et je la sens pas à ce point-là, vis-à-vis de l'État. Alors on dirait, je joue sur les mots. Mais je joue pas vraiment sur les mots. Lorsque vous avez... aussi paradoxal que ça puisse paraître, lorsque vous avez une catastrophe. Vous parlez de Lubrizol tout à l'heure, on pourrait parler d'une catastrophe ferroviaire,
On pourrait parler d'un incendie, de choses comme ça. Quand les pouvoirs publics, c'est-à-dire le représentant de l'État, les pompiers, le maire, le préfet, s'exprime et dit « voilà ce que j'en pense, voilà ce qui se passe et voilà ce que je vous demande de faire, faites attention à ceci, ne sortez pas parce qu'il va y avoir de la pluie », il n'y a pas de défiance vis-à-vis de l'État. La défiance, à mon avis, elle est autour de la parole politique. Et on peut le comprendre, vous parliez du point tout à l'heure. Le point, pas le journal, le point de retraite, pas le journal, mais les points de retraite, parce qu'on va calculer la retraite par points. Bon. Et on peut être pour, on peut être contre. Les gens disent oui, d'accord, mais est-ce que le point aura une valeur qui ne changera pas? Voilà. Je vous rappelle que l'année passée, la valeur du point n'a pas changé, mais on a quand même augmenté la fiscalité ou la CSG sur les retraites. Quelques années avant, et les Français, les fonctionnaires savent ça, les fonctionnaires, on calcule leur traitement, puisqu'on ne dit pas salaire, on dit traitement, sur quoi? Sur le point de la fonction publique. Ça fait à peu près 15 ans que les gouvernements n'ont pas réévalué le point de la fonction publique, dont il avait été dit après la guerre qu'au minimum, il allait suivre le coût de la vie. Bon, donc il y a une défiance. Cette défiance, elle est liée au comportement passé des politiques et à une situation qui, en général, sur le plan économique ou social, est plutôt pas bien expliquée. Pierre Birnbaum, bonsoir. Bonsoir. Vous-même, en tant que spécialiste de sciences politiques, de sociologie politique et historien, peut-on le dire aussi, de l'État, et en particulier de la place qu'a pu tenir dans la République les Juifs d'État, puisque c'est là-dessus que vous avez commencé votre propre travail, vous nous offrez un livre tout à fait étonnant qui s'intitule « La leçon de Vichy, une histoire personnelle au seuil », où vous revenez sur votre propre itinéraire et sur vos conceptions justement de la parole de l'État, de cet État fort que vous avez tant vanté pour avoir justement permis en particulier l'émancipation, promu au cœur de l'État, les Juifs d'État à la fin du 19e siècle en particulier et tout au long du 20e siècle. Et vous vous posez une question très forte qui est de savoir si votre théorie, cette théorie de l'État que vous avez montée en tant que spécialiste de sociologie politique, eh bien, est valide dans tous les cas, et en particulier dans votre propre cas, puisque vous avez été donc enfant caché pendant la Seconde Guerre mondiale et que vous réfléchissez à votre place dans ce dispositif que vous avez établi en tant qu'universitaire et chercheur. C'est difficile de vous répondre parce que j'aimerais quand même faire un lien entre ce qui a été dit avant et puis cette grande question historique qui nous emmène très loin. Je pense qu'il y a cette défiance, elle est tout de même liée, et je voudrais revenir à ce qui a été dit il y a un instant, à des comportements de gravité différente. Le manquement à la parole, la corruption, l'affaire Cahuzac, c'est quelque chose qui frappe les esprits. C'est-à-dire, au fond, je donne ma parole et la parole est fausse. On est là, le ministre, c'est donc celui qui parle au nom de l'État. Et il ment dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de gradations qui dévalorisent cette parole de l'État, qui brisent la confiance. La corruption aussi, évidemment, le fait d'apprendre que tel ou tel préfet, Guéant, par exemple, l'affaire Guéant est extraordinaire. Puisque l'affaire Guéant, voilà, le Mazarin, Richelieu, le personnage qui symbolise l'austérité de l'État et qui s'en met plein les poches. Au fond, il faut voir qu'il y a... Guéant qui a servi de contre-exemple à François Hollande quand il a nommé Pierre-René Lemas comme secrétaire général de l'Élysée en disant vous ne serez pas Guéant, a-t-il dit. C'est comme ça qu'il vous a présenté, c'est ça. Et heureusement que vous ne l'avez pas été. C'est la fin de la République, c'est la fin de l'esprit républicain, c'est cette affaire Guéant. Et ses conséquences ne sont pas terminées, je pense, puisqu'il n'était pas tout seul, il y avait les directeurs de police, il y a tout un ensemble de personnel qui... Bon. Il y a des gravités, au fond, des gradations dans ce manquement à la parole, dans le fait de ne pas assumer une posture de haut fonctionnaire, porte-parole d'un État républicain, d'un État fort qui défend ses citoyens. Alors, le stade ultime, et c'est peut-être là que vous souhaitiez que j'intervienne, c'est en effet la trahison d'un État qui trahit ses propres citoyens. Alors, l'exemple de Vichy vient à l'esprit immédiatement, puisque contrairement à ce que disait le président Mitterrand, le statut des Juifs d'octobre 40 s'applique aux citoyens français et non pas étrangers. Donc, il y a là quelque chose d'absolument inimaginable dans l'histoire de l'État à la française, puisque voilà un État qui, de lui-même, sans la contrainte des Allemands, de l'envahisseur, remet en question le fondement même de la citoyenneté, l'accès à l'État, l'identité des citoyens. Et ça veut dire que lorsqu'on réfléchit en historien, en prenant un peu de temps à cette question de la parole de l'État,
on peut mobiliser des exemples sous la Troisième République, des exemples donc au moment de Vichy, à d'autres moments de l'histoire, et que tout compte fait, ce dont on parle pour l'actualité, peut être nourri justement de ces contre-exemples où l'État n'a pas tenu sa parole. Alors il y a des niveaux de trahison qui diffèrent les uns des autres. Pas la même chose, évidemment. Mentir sur les retraites, ne pas bien gérer cette affaire, remettre en question des avantages ou des privilèges qui étaient considérés comme légaux et anormaux, ça ne va pas. Mais là, nous sommes dans quelque chose d'absolument inimaginable, c'est-à-dire que l'État lui-même se nie sa propre logique. Et il le fait alors même qu'il n'est pas contraint de le faire, puisque les envahisseurs allemands n'ont même encore rien demandé. Donc il y avait une vraie question, puisque vous avez eu la gentillesse d'évoquer ce livre, il y avait une vraie question que j'ai eu beaucoup de mal à résoudre, c'est comment peut-on continuer à vouloir être le défenseur de cet État républicain méritocratique, ce qui est votre cas, alors que cet État trahit ses propres fonctionnaires, qu'ils soient juifs, francs-maçons, communistes et d'autres, en 39-40. Alors j'ai tenté de le faire quand même dans ce livre. Vous me laissez encore 10 secondes là-dessus, simplement, en essayant de montrer que dès 40, et en tout cas dès 41, cet État va être pris en charge, pris en main par tout un personnel qui va imposer ses normes politiques, ses valeurs qui vont à l'encontre du service de l'État, du service public, de l'intérêt général. C'est la revanche de l'extrême droite, c'est la revanche de la contre-révolution qui n'a jamais accepté ni la Révolution française, ni la Troisième République, et qui s'empare du pouvoir dans ce cadre-là. Et on le voit très bien sur un cas tout à fait spécifique, qui est la création du commissariat général aux questions juives, dès 1941, où l'on voit, et c'est un scandale pour le sociologue ou pour l'historien, on voit travailler côte à côte, mais aux fonctionnaires que sont les grands conseillers d'État, avec des gens venant de la fourbe, de la tourbe d'extrême droite, et ils travaillent ensemble dans la traque des Juifs. Donc là, on a une négation absolue de l'État. Du coup, je peux continuer à défendre ma théorie de l'État, puisque l'État vichiste n'est plus l'État auquel je pense. Oui, Pierre-René Lemas, c'était une pirouette très intéressante de la part de Pierre Birnbaum que de tenter de dire qu'effectivement, c'est parce qu'à l'intérieur de l'État se sont glissés des personnels qui n'avaient pas apprécié, qui ne voulaient pas même l'existence de ce même État républicain. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de voir la façon dont on voit évoluer un État et dont on voit un État qui trahit sa propre parole? Vichy, c'est le cas extrême. Moi, ce qui m'a toujours troublé, vous voyez, comme haut fonctionnaire, comme fonctionnaire, à vrai dire, passant les concours administratifs il y a longtemps maintenant, c'était plutôt la continuité de l'État que vous évoquez d'ailleurs dans votre livre, c'est-à-dire le fait qu'une partie des personnels politiques, la majorité du personnel politique, si je vais jusqu'au bout de ce que je pense, la quasi-totalité du personnel administratif, était là au moment de Vichy, et on le retrouve en 48, en 52 et jusque dans les années 60. C'est ce que raconte très dans bien des positions de pouvoir, ce que vous racontez très bien, et qui, moi, me troublait dès cette époque-là. Et je me souviens notamment de manifestations en faculté de droit contre les grands pontes de l'époque, qui venaient encore en toge, comme l'excellent professeur Duverger, sur lesquels nous avions des réactions modérément bienveillantes. Mais si je reviens, c'est-à-dire qu'en fait, on criait, hein, on le traitait de pétainiste. Il détestait ça, il partait par une petite porte. Et pourtant, tout le monde le vénérait à l'époque. Si vous m'autorisez un mot, moi, je crois qu'il y a aussi une autre difficulté qui est celle de l'État ordinaire. Celle de l'État ordinaire, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le bouquin que vous avez eu la gentillesse de citer, c'est le problème de la distance dans l'espace et la distance dans le temps. Je vais vous donner un exemple de la distance dans le temps. L'État décide d'engager une politique de rénovation des quartiers, soit le quartier du Bois-l'Abbé à Champigny, pas très loin de là, en région parisienne. Il est construit en 1968. On commence à s'interroger sur l'évolution de ce quartier, sociologique, humaine. En 1978, on lance des opérations qui s'appellent à l'époque les opérations dites habitat et vie sociale. Et puis la majorité change, on est en 1988. J'y vais très vite, j'y vais par décennies. En 1988, on commence à mettre en œuvre la politique de la ville avec ce qu'on appelle les contrats de ville. En 1998, on se dit, mais il faut peut-être pas seulement s'occuper de rénover ce patrimoine et de nettoyer les escaliers et les ascenseurs. Il faut peut-être commencer à regarder si tout ça est viable. Il faut peut-être qu'on démolisse et qu'on reconstruise. 98, nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020.
Mais je vais sauter comme ça à 2018, puisque 2020, c'est pas encore tout à fait maintenant. 2018, les travaux sont pas finis. Le lycée est refait, il y a une dalle, il y a un chantier, le quartier est toujours isolé, il y a toujours des difficultés pour y aller par 68, 2020. L'État n'a pas arrêté. Les gens qui sont là ont changé. Mais les gens qui étaient là il y a 20 ans, eh ben, ils n'ont connu que les travaux et les promesses. Je vais vous dire qu'ils ont du mal à croire à la parole de l'État. Et puis, il est difficile... Et ça ne veut pas dire que l'État ne fait rien. Oui, on a bien compris. L'État fait, mais cette distance dans le temps fait qu'il est très difficile de se dire je pousse la poussette pour amener mes enfants à l'école et ça ira mieux le jour où peut-être ils rentreront en fac. Alors c'est difficile effectivement d'imaginer pour la question des retraites que ceux qui sont nés après 1975 seront touchés, mais de façon progressive, et tout cela nous conduira peut-être à 2050, 2060 ou 2070. Claudia Sénic, il est difficile de rendre lisibles les paroles d'État, parce que ces paroles d'État sont multiples, elles viennent de partout, elles viennent de présidents qui ont existé, de présidents qui viennent d'être élus, et tout cela évidemment se succède et n'a pas toujours le même sens. Et l'exemple qui vient d'être donné me fait penser que quand on se demande quelle est la valeur de la parole de l'État, en fait, on parle pas d'une parole de vérité, on parle d'une parole d'engagement. Est-ce que l'État peut avoir une parole qui signale un engagement fiable? Et c'est ce que dit d'ailleurs le Premier ministre quand il dit « Je vous prie de me croire ». Quand je dis « Il n'y a pas d'agenda caché », je vous dis, il n'y a pas d'agenda caché. Et alors, qu'est-ce qui fait que finalement, donc c'est l'engagement, et donc la question, c'est celle de la confiance qu'on a dans cet engagement. Et quand on dit qu'on a confiance en une personne ou une institution, en fait, c'est qu'on lui prête 3 caractéristiques. Premièrement, la compétence. Deuxièmement, est-ce qu'elle est capable de faire ça, de mettre en œuvre ses travaux? La bienveillance, est-ce qu'elle se soucie de mes intérêts, des intérêts de tous les citoyens? Et troisièmement, la morale, c'est-à-dire est-ce que ses valeurs sont les mêmes que moi? Donc en l'espèce, est-ce que le projet de société, c'est celui qu'on lui a assigné, c'est celui qu'on partage? Est-ce qu'on est toujours d'accord pour la société, le récit sur lequel l'État s'est engagé? Et donc, quand un de ces 3 traits n'est pas là, à ce moment-là, on tombe du côté de la défiance. Et si on ne se fait pas confiance, d'ailleurs, pour négocier, par exemple, eh bien, quand on a un projet qui consiste à réformer, par exemple, les retraites, eh bien, les gens sont dans la rue déjà 9 jours avant de connaître les détails précis du projet de réforme, parce que de toute façon, a priori, on sait qu'on ne va pas se faire assez confiance pour négocier, discuter, donc on préfère faire mine au moins de dire non. Pierre Biendemomme, est-ce que vous êtes d'accord sur ces 3 données, compétence, bienveillance et ça morale? me paraît très joliment vu, et essayons ensemble, si vous voulez, d'imaginer quels sont les personnages en France en lesquels le peuple français a eu confiance. Les noms qui viennent à l'esprit, c'est Mendès France. Le nom qui peut venir à l'esprit, c'est... Il n'est resté que 7 mois au pouvoir. C'est Antoine Pinet. C'est De Gaulle. Des personnages très différents dans leur formation intellectuelle, dans leur manière d'être, mais qui avaient au fond cette bienveillance, cette austérité du comportement, cette droiture, cette manière... Je me souviens d'avoir lu moi-même... confié par le directeur de cabinet d'Antoine Pinet, les lettres que les Français lui avaient envoyées au moment du passage de l'ancien franc au nouveau franc. Il y avait là des centaines, peut-être même des milliers de lettres qui lui avaient été envoyées, de gens qui disaient « mais j'ai une petite pension ». Ma pension, vous allez la diviser par 100. Et donc, le directeur de cabinet a dû convaincre chacun en renvoyant un petit mot, en disant « Attendez, ça n'est pas ce que vous croyez, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de défiance à avoir vis-à-vis de la parole de l'État à propos d'Antoine Pinet, justement. » Je crois que ce sont des bons exemples. Simone Veil aussi, c'est-à-dire il y a quand même un certain nombre de personnages qui incarnent une sorte de morale, d'éthique, et en lesquels on a l'impression de pouvoir avoir confiance dans les décisions, dans la parole donnée. Mais ça se construit dans le temps. On sait bien que Simone Veil est une figure qui s'est construite dans le temps, que lorsqu'elle arrive en 1974 au ministère, elle n'inspire peut-être pas confiance, même si on connaît, quand on étudie la vie de Simone Veil, ce qu'elle a fait auprès d'autres ministres, en particulier de Michelet ou d'autres, en Algérie et à d'autres moments pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre d'Algérie. Mais néanmoins,
elle se construit, cette image de Simone Veil, au fur et à mesure. C'est parce que son expérience politique montre qu'on peut avoir confiance en elle. C'est vrai pour elle, mais c'est vrai pour De Gaulle encore plus. Bien sûr, encore plus, bien entendu. Ou en Mendès France, on a là les idoles de l'État, les idoles des hauts fonctionnaires, de ceux qui justement se reconnaissent dans quelqu'un qui incarne une droiture. Pardon, mais alors Pinet, pas du tout. Hein. Mais vraiment pas du tout. Mais la vertu de Pinet, ancien pétainiste, et ensuite l'homme non pas du Francfort, mais celui de la rente du même nom, franchement. Pardonnez-moi. Vous avez tout à fait raison. Simone Veil, oui, De Gaulle. Je l'ai mélangé intentionnellement. Vous avez en face de vous un gaulliste de gauche tel qu'il se qualifie. Non, c'est un clin d'œil. Mais vous avez parfaitement raison. Seulement, chacun de ces personnages, pour des raisons diverses, a su tout de même infuser une sorte de confiance, comme si les citoyens français pouvaient se reconnaître dans les vertus de ce personnage. Mais vous avez raison de dire que Pinet n'avait pas que des vertus. 18h40, nous sommes dans le temps du débat sur France Culture et nous nous demandons ce que vaut la parole de l'État. Je n'ai aucune intention, je dis bien aucune intention, ceci doit être bien clair, d'assumer les fonctions de Premier ministre de M. Mitterrand. Et je viendrai moi-même dans l'usine où je reviendrai pour annoncer la solution qu'on aura trouvée. Vous savez, pour moi, il y a une seule chose qui est importante, c'est que les Français aient la vérité. Ma responsabilité, c'est de faire qu'il y ait un avenir pour Florence. Et tous les engagements qui ont été pris seront tenus. France Culture, le temps du débat. Je vous ai compris. Emmanuel Laurentin. Et voilà, donc il y a à la fois Jacques Chirac, qui ne sera jamais Premier ministre de François Mitterrand, il y a à la fois Nicolas Sarkozy qui dit, bien entendu, je tiendrai tous mes engagements sur Gandrange, François Hollande qui dira, je tiendrai tous mes engagements sur Florange, et le fameux « je vous ai compris » de Charles de Gaulle en Algérie, qui était tellement ambigu que en fait, tout le monde a pu le comprendre, mais de façon très diverse. Vous-même, qui étiez en Algérie à ce moment-là, Pierre-René Lemas, vous avez dû l'entendre d'une manière différente de tous les autres qui se trouvaient sur le forum d'Alger à ce moment-là. Ce petit florilège, évidemment, est un peu caricatural parce qu'on se dit ils n'ont pas tenu que des promesses qui n'ont pas été tenues, mais néanmoins ça permet de se dire que dans la tête de nos concitoyens, il y a ces promesses non tenues. On aurait pu en rajouter d'autres. Oui. Pierre-René Lemas. Oui, enfin moi j'étais tout petit à Alger à l'époque, mais oui bien sûr, si je demandais à mes parents ce que veut dire je vous ai compris, ils ne diraient pas ce qu'on lit aujourd'hui dans les livres d'histoire. Enfin certains livres d'histoire, les historiens ont bien sûr travaillé sur la période. Non, mais vous avez cité un exemple que je connais bien, hein, c'est l'exemple de Florange. Vous avez été préfet de Lorraine. Moi, j'ai été préfet de Lorraine avant et je me suis retrouvé à l'Élysée auprès du président Hollande comme secrétaire général de l'Élysée au moment où se traitait la problématique de Florange. Donc, j'ai vécu beaucoup de moments de cette histoire. Et moi, j'en tire deux leçons. La première... c'est que les hommes politiques, contrairement à ce qu'on pense, ne mentent pas à ce point-là. Je veux dire, François Hollande ne s'est jamais dit, et j'imagine que Sarkozy non plus d'ailleurs, je monte sur un camion, je fais des promesses que je tiendrai jamais. Ils partent de l'idée qu'ils vont pouvoir, une fois au pouvoir, mettre en œuvre ces promesses. Puis après, vous avez un déroulé extrêmement compliqué qui aboutit à cette situation tout à fait étrange, mais qui est vécue comme ça, qui est que la réponse apportée au problème peut être une réponse positive, mais si elle est apportée dans des conditions qui apparaissent négatives ou mal faites, eh ben, tout se passe mal. Florange, pour prendre cet exemple, à la fin des fins, un an et demi après, les événements de Florange dont on se souvient peut-être, il y a eu des créations d'emplois, la création d'un centre industriel, un redémarrage de l'activité industrielle dans cette vallée de la Finche, dans la Lorraine brumeuse. L'ancienne Lorraine sidérurgique. Donc il y a eu une réponse qui correspondait au fond aux engagements qui avaient été pris. Mais ça s'est passé de telle manière, avec des débats politiques, des débats à l'intérieur du gouvernement, des débats avec la majorité, le sentiment des personnels et notamment des syndicats de ne pas être entendus, le sentiment que tout se décidait par des jeux de rapports de force, pire encore, le fait de ne pas avoir été informé
avant les médias, de la manière dont les choses allaient se régler d'une manière en définitive positive, ça aboutit au sentiment que tout ça est un échec. Vous voyez, je ne sais pas si on se souvient de M. Martin, syndicaliste de la CFDT, qui était à la télévision, Édouard Martin, à la télévision le soir quasiment en larmes, le visage au fond, ce sentiment d'une trahison absolue, en larmes. La réponse qui était apportée par les pouvoirs publics était plutôt positive, mais la manière dont elle a été dite, donnée et donc perçue a été vécue comme ça n'est pas qu'un problème de communication négative. Tout de même. Si, beaucoup. Pas toujours, mais dans le cas d'espèce, oui. Claudia Sénic, il y a aussi quelque chose qui peut-être peut expliquer cette plus grande défiance vis-à-vis de la parole de l'État, c'est que on investit l'État de pouvoir qu'il n'a peut-être plus à un moment ou à un autre. Vous êtes spécialiste d'économie, professeur d'économie, et effectivement, si on croit qu'un président peut changer le destin d'une région tout entière désindustrialisée, c'est peut-être avoir une croyance un peu fictive. C'est exactement ça. Il y a deux aspects. Il y a d'une part, finalement, la révélation de ce qu'on appelle l'économie politique de l'État. C'est-à-dire que l'État, finalement, ce sont des personnes qui appartiennent peut-être à des partis différents ou en tout cas qui ont des opinions divergentes sur des sujets. Et donc, tout ça, ça crée une espèce de machinerie qui n'est pas... les choses ne se font pas dans l'unanimité comme de manière très linéaire. Ça, c'est un aspect qui peut-être peut désenchanter un peu les gens quand ils ont accès à cette information. Maintenant, ils l'ont, puisque maintenant, on vit dans la transparence et donc on sait exactement ce qui se passe par Internet, par les médias, etc. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est que les États sont devenus, et les gouvernements sont devenus plus petits et plus faibles par rapport aux grandes tendances économiques avec la globalisation. Et donc, ils ont perdu du pouvoir de régler les choses, de protéger les gens, de compenser les perdants. Même quand il y a un gain de prospérité globale, il y a des gagnants, des perdants. On a toujours l'idée qu'on doit pouvoir dédommager les perdants de manière à ce que tout le monde soit mieux. Mais finalement, quand l'État perd ses moyens et quand il a du mal, par exemple, à lever l'impôt en particulier, eh bien, il ne peut plus le faire. Et donc, ça fait longtemps. En fait, je me souviens d'un livre qui avait été écrit par Danny Roderick, un économiste de Harvard, qui s'appelait « Has globalization gone too far ?» Est-ce que la globalisation a été trop loin à l'époque? On se disait « mais pourquoi ?» Et son idée, c'était exactement ça. La globalisation crée des mouvements qui sont tellement plus vastes que les États deviennent des acteurs plus petits et parfois trop petits. Et donc, ils ne peuvent plus protéger les citoyens. Et donc, cette parole... Parce que la confiance, c'est aussi... on a confiance en la capacité de quelqu'un. Quand on dit on a confiance, ça veut dire l'avenir est incertain par définition. Et donc, si on a confiance en quelqu'un, c'est qu'on anticipe qu'il va se comporter de la manière qu'on attend et il va nous protéger, par exemple. Et là, l'État ne peut plus vraiment protéger les citoyens. On n'a pas pu, dans ce cas d'espèce, protéger exactement les citoyens comme ils l'attendaient. Pierre Birnbaum, qu'est-ce que vous pensez justement de ces évolutions ? L'externe, effectivement, est important pour comprendre la relative faiblesse dans laquelle se trouve l'État. Mais je dirais que moi, j'ai plutôt envie de mettre l'accent sur l'interne. Et ce qui est frappant depuis quelques années, c'est le mélange des intérêts publics et des intérêts privés qui nourrit une sorte de populisme et de défiance de la parole de l'État. On ne sait jamais très bien si la personne qui parle, le haut fonctionnaire qui parle, ne parle qu'en fonction de sa fonction, de sa position de haut fonctionnaire, ou s'il y a des intérêts cachés. Ça nourrit une sorte de complotite inacceptable. J'avais publié un livre il y a un an qui s'appelait « Où va l'État ?», où j'essayais de montrer justement que la succession des rôles exercés par un certain nombre de hauts fonctionnaires introduit une certaine défiance, alors que les hauts fonctionnaires peuvent très bien s'adapter à des rôles successifs sans pour autant les confondre. Et en réalité, le public perçoit souvent cette confusion des rôles comme une confusion des intérêts, et du même coup estime que le bonhomme ou la bonne femme qui exerce une fonction de l'État, en réalité, a des intérêts cachés qui étaient les intérêts qu'il occupait avant dans le monde privé, ce qui n'est pas forcément le cas du tout. J'ai découvert très récemment, Pierre-René Lemain, l'existence de ce que les Américains appellent les turning doors, c'est-à-dire les portes tambours qui tournent, qui permettent la sortie d'un haut fonctionnaire vers le milieu du privé, mais son retour aussi dans le privé, bénéficiant ainsi, dit-on, de la connaissance du secteur privé, de sa connaissance de la loi du marché, de la façon dont fonctionne l'économie, etc., etc. Ce qui est visiblement une sorte de nouveauté dans le service de l'État. Est-ce que vous pensez que, comme le dit Pierre Birnbaum, il y a là des confusions de rôles qui finissent par peut-être être un peu dommageables dans la confiance qu'on peut mettre dans l'État ? Moi, dans ses serviteurs. Ouais, moi, je suis un préfet de la vieille école.
C'est-à-dire que je suis resté dans le service public toute ma vie. 80% des énarques restent au sein de la fonction publique toute leur vie. 80% des énarques. Et c'est la majorité, au fond, des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires. Alors, il est vrai maintenant qu'il y a de plus en plus, non pas seulement ce qu'on appelait autrefois le pantouflage, c'est-à-dire la sortie, on l'appelle peut-être encore toujours d'ailleurs le pantouflage. On l'appelle toujours le pantouflage. C'est-à-dire la sortie vers le privé, je suis, je sais pas quoi, inspecteur des finances et je deviens banquier. Il y a aussi les retours. Et effectivement, ça, c'est un phénomène assez nouveau. Alors, il est justifié aujourd'hui par tout un discours qui est dans l'air du temps, consistant à dire que ça permet de croiser les cultures du secteur privé, les cultures du secteur public. Tout ça ne peut qu'aller dans le sens de la modernisation de l'État. Enfin, il y a tout un discours de ce type que j'entends depuis une douzaine d'années. Moi, je suis d'un immense scepticisme par rapport à ça, mais vraiment d'un immense scepticisme. Non pas parce que les univers sont distincts et qu'on est méchant quand on est dans le privé, on est gentil quand on est dans le public, ou vice-versa d'ailleurs, mais parce que je crois que le risque de confusion devient de plus en plus fort. Pourquoi ? Parce que le secteur privé, c'est le secteur de l'intérêt privé. Et lorsque vous êtes à un moment de votre vie professionnelle au service de l'intérêt privé, ce qui est parfaitement honorable, totalement honorable, l'idée de dire que vous revenez après au service de l'intérêt public n'empêchera pas l'observateur, le collègue, le collaborateur de s'interroger sur la question de savoir s'il n'y a pas un risque de confusion d'intérêts. Alors, les réponses qui sont données sont toujours les mêmes. On crée des tas de comités de toutes sortes, des commissions de déontologie. Le législateur impose des règles, des délais de viduité, des choses comme ça, pendant lesquelles vous n'avez pas le droit de revenir ou de partir. Moi, je pense que c'est pas la meilleure des voies, mais je ne suis pas du tout à la mode. Claudia Sénic. Je ne sais pas, j'ai pas d'avis sur le fait que ce soit une bonne chose ou une mauvaise, mais je suis pas sûre de la séquence que Pierre Birnbaum me suggérait. Je ne sais pas si c'est parce que les élus ou les membres du gouvernement se comportent d'une certaine manière que ça crée de la suspicion et que les gens, du coup, ont des doutes sur leur motivation et leur loyauté. Je crois que c'est plutôt le contraire. C'est parce qu'il y a déjà une défiance vis-à-vis de l'État qui, encore une fois, ne remplit plus cette fonction de protection et d'engagement, que tout à coup, cette vision de la trahison des élites qui devraient être au service du peuple, mais qui maintenant ne s'intéressent plus qu'à leur propre intérêt. Donc il y aurait comme une coupure entre eux et nous, entre le peuple et l'élite. Donc cet anti-élitisme, à partir du moment où le soupçon est là, à ce moment-là, on peut commencer à scruter le comportement des membres de l'élite, et donc notamment des membres de l'élite politique, pour trouver des comportements déviants. Parce que je crois que c'est très bien d'être exemplaire, il y a quelques personnages exemplaires dans l'histoire, mais en fait, en général, personne n'est exemplaire. Donc si on cherche la faute, il y en a, bon, d'accord. Vous adressez à votre voisin, Pierre. Si dès qu'un individu n'est pas exemplaire, ça remet en cause la fonction, c'est difficile. Une question, Claudia Sénic, tout de même. Vous êtes spécialiste de l'économie du bonheur, et en vous lisant, j'ai été surpris d'une chose, c'est que vous expliquez très savamment combien, à condition égale, dans notre pays, les Français se considèrent comme moins bien lotis que leurs voisins qui ont les mêmes conditions de vie, les mêmes conditions sociales, économiques, etc., etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi dans cette question que nous posons ici ce soir, donc est-ce qu'on peut croire en la parole de l'État? Que vaut-elle cette parole de l'État? Est-ce qu'il n'y aurait pas une particularité un peu française, même si cette méfiance vis-à-vis des élites et vis-à-vis des États se retrouve un peu partout, par exemple en Europe? Elle se retrouve en Europe, elle se retrouve dans d'autres pays. Le populisme, entre guillemets, n'est pas particulièrement français, mais c'est vrai qu'en France, il y a ce phénomène est particulièrement accentué. Donc, dans des conditions identiques, les Français se déclarent moins heureux et moins confiants dans l'État et dans les institutions. Donc moi j'avais montré ça du point de vue du bonheur. Ensuite il y a d'autres travaux qui ont montré que c'était pareil du point de vue de la confiance. Et ce qui est amusant, c'est qu'une des interprétations, c'était justement le fait qu'il y avait deux France. Il y a toujours eu deux France, et le fait que Vichy finalement se passait qui passe pas, ça n'avait jamais été vraiment digéré, et que c'était peut-être ça qui créait une sorte de conscience malheureuse chez beaucoup de nos concitoyens. C'est juste une hypothèse. Enfin moi j'ai pas étudié cette hypothèse, mais puisque vous êtes là. Pierre Birnbaum, est-ce que vous pensez effectivement que, disons, une fracture comme celle de Vichy a pu introduire dans la mémoire française, dans l'histoire française, justement, une sorte de doute, ce doute que vous exercez vous-même dans la leçon de Vichy, votre livre « Une histoire personnelle ». On a du mal à l'évaluer pour l'ensemble de la population française. Ce qui est frappant, c'est en effet à quel point l'ensemble de la haute fonction publique s'éloigne de ses valeurs et
sert un pouvoir qui est contraire à la logique de l'État universaliste, que cet ensemble de la fonction publique reste en poste ensuite, que ces préfets, que ces conseillers d'État accèdent aux plus hautes dignités et deviennent grand croix de la Légion d'honneur dans les années 50-60, alors qu'ils ont, par exemple, collaboré activement à la traque des Juifs, à leur extermination. Et qu'ils ont été tout de même protégés ou promus même par un pouvoir qui était le pouvoir de De Gaulle, par exemple. Ça, c'est très surprenant. C'est là un paradoxe incroyable. Et on estime qu'aucun de nos fonctionnaires, n'a été mis à la retraite, épuré ou bien condamné à partir de ce motif spécifique du rôle qu'il a pu exercer dans la traque des Juifs. Alors évidemment, l'idée même de l'État en prend un certain coup et on peut imaginer, mais comment l'évaluer? C'est très difficile à évaluer. Que le long terme de l'État reste marqué par cette trahison, j'emploie le mot, d'un État qui va à l'encontre de sa propre logique. Est-ce que de nos jours encore, tous les citoyens conservent en mémoire ce passé-là, et ce passé qui a effectivement marqué une rupture de la tradition républicaine? Ça n'est pas certain. Que faudrait-il, Pierre-René Lemain, puisque vous avez exercé de très hautes fonctions, à la fois comme préfet et secrétaire d'État, secrétaire de la présidence de la République, secrétaire général de la présidence de la République, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir convaincre ces Français qui ne le sont pas, que la parole de l'État vaut pour ce qu'elle est, qu'on peut se fier à un Premier ministre quand il dit que la valeur du point ne changera pas, que l'euro près sera versé au département après la suppression de la taxe d'habitation, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Il y a des choses dont je suis sûr. C'est que tout n'est pas, comme le disent souvent les politiques, les politiques, les acteurs de la vie politique, tout n'est pas affaire de pédagogie. Des thèmes comme ça qui alimentent le débat très souvent, c'est « ma décision est bonne, mais elle est mal comprise ». Donc, je vais vous expliquer. Espèce c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure à propos de Florent. Je vous disais, il y a un problème de communication. La décision était bonne et bien expliquée. Non, il y a un problème de gestion du moment. Ouais, voilà. D'accord. Il y a un problème de gestion du moment. Donc, ce que je disais tout à l'heure, vous savez, c'est assez bête. C'est si vous faites un cadeau à votre meilleur ami en lui balançant une claque, il y a des chances que le cadeau soit moins bien reçu qu'un tout petit cadeau avec une main très serrée et un grand sourire. Donc, voilà. Mal gérer la manière de faire, en quelque sorte, c'est mal géré. Non, moi, ce que je pense, c'est que la pédagogie, ça suffit pas. Voilà. C'est-à-dire dire, écoutez, vous m'avez mal compris, je vais vous expliquer. Au fond, l'opinion attend, me semble-t-il, de la part des hommes politiques. Et à nouveau, je distingue les hommes politiques et le fonctionnement de l'État. C'est encore autre chose. On l'a survolé tout à l'heure. Ils attendent des décisions qui soient justifiées par un raisonnement qui soit compréhensible et expliqué. Est-ce qu'il est imaginable que, en dehors peut-être de nous quatre, on comprenne ce que c'est qu'une réforme systémique par rapport à une réforme paramétrique. Alors je pense qu'en France, il y a 12 personnes qui peuvent en débattre, peut-être 250 au maximum. Bon, vous en avez au moins une à côté de vous. Mais ça va difficilement alimenter les discussions dans les repas du dimanche. Claudia Sénic, qu'est-ce qu'il faudrait justement l'idée de la réforme systémique, c'était un projet qui était destiné à sauver le système de retraite en l'unifiant, en le rendant de manière à ce que chacun puisse changer de métier et porter ses droits. Et puis tout le monde comprendra exactement à chaque instant où il en est grâce à des applications, parce que maintenant on peut faire ça. Et donc c'était réformer le fonctionnement du système, ça c'est systémique. Et paramétrique, c'est au contraire, pas au contraire, mais c'est en plus l'idée de changer des choses très précises comme l'âge légal ou l'âge pivot, qui est une sorte d'âge légal bis, c'est-à-dire l'âge à partir duquel... Déjà, instaurer un âge légal bis, c'est déjà compliqué à faire. Bon, en tout cas, cette idée qu'on va inciter les gens avec des bonus-malus, voilà, et c'était la réforme... c'était un autre projet. Normalement, c'était pas l'idée. Donc ça, c'est tabou. Et si on commence à faire des choses paramétriques, finalement, c'est agiter un chiffon rouge.
Et c'est ce qui se passe peut-être, on en rediscutera sûrement dans de prochaines émissions du temps du débat, puisque cette question n'est pas encore tranchée et on sait qu'il y aura déjà la semaine prochaine d'autres journées de manifestation autour de la question des retraites. Merci à tous les trois, merci beaucoup d'être venus tous les trois. Merci à vous Pierre-René Lemain, des Princes et des gens, ce que gouverner veut dire vient tout juste de sortir aux éditions du Seuil. Pierre Birnbaum, La leçon de Vichy, une histoire personnelle, est un livre à lire justement pour comprendre cette longue histoire de l'État en France. Et puis Claudia Sénic, vos travaux sont publiés, en particulier cette économie du bonheur ou encore ce travail que vous avez réalisé avec d'autres, les Français, le bonheur et l'argent. Merci à tous les trois. Merci. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Louise André, à la technique Florent Bujon et à la réalisation Alexandre Manzanares.